Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Après quelques semaines de pause, on vous retrouve pour un premier tour de l'actualité durant cette intersaison. On va revenir sur les dernières nouvelles du biathlon. Ça fait déjà quelques semaines déjà que la saison est terminée et on voit pas le bout du chemin jusqu'à la prochaine. Mais on est là justement pour vous faire patienter avec ces actus. Et pour m'accompagner, je suis avec Aurélie et Cassandre. Salut vous deux. Salut. Comment vous allez? Bah, ça va. Bah, écoute, ça va, un petit peu. Vous n'ennuyez pas trop en biathlon Un petit peu si, parce qu'il y a un petit peu un temps d'hiver, mais il n'y a pas de biathlon à la télé, donc c'est vrai qu'on pourrait se croire en hiver encore. Ouais, c'est la double peine en fait, mais bon, ça va. On cherche le soleil. On se rattrape avec les autres sports quand même, il y a quand même pas mal de choses sportives prévues cet été. On va pas trop s'ennuyer. Oui, ça va être chargé. On risque de ne pas s'ennuyer pour ceux qui aiment le sport en effet, et on aura pour notre dose ces prochaines semaines, ces prochains mois, avant la prochaine saison de biathlon qui est encore un peu loin, mais voilà, on est là aussi comme je disais pour vous faire patienter et donc revenir sur les dernières actualités. On parlera donc bien évidemment de l'équipe de France qui a repris sa préparation il y a quelques jours de cela, qui a aussi donc officialisé ses groupes. On donnera nos avis sur cela. On parlera évidemment de Dorothea Weber qui a annoncé qu'elle continuait sa carrière jusqu'à finalement Milan-Cortina et des Jeux. On va vous demander, vous allez me dire si pour vous c'est une surprise ou non. On parlera aussi du Grand Bornand par rapport aux Jeux et même aux Mondiaux qui ne sont plus dans la course. On évoquera le programme estival, tout ce biathlon qui va nous faire patienter jusqu'à l'hiver. Certes, voilà, il y a encore quelques mois avant la neige et les skis, mais on sait maintenant qu'il y a aussi pas mal de courses, et notamment le Martin Fourcade Nordic Festival. Quelques infos supplémentaires et enfin on terminera par un petit qui suis-je. Bon, vous êtes prêtes? Oui. Ouais. Allez, c'est parti, jingle. Et donc, pour commencer comme promis, on va parler donc, de l'équipe de France. L'équipe de France qui a donc débuté sa préparation, alors dans un premier temps individuellement, chacun chez eux. Et ensuite, donc les filles, le groupe féminin s'est retrouvé à Aix-les-Bains, tandis que les hommes, dans un premier temps, dans le Pays Basque. Mais avant ça, surtout, l'information, c'était les groupes nationaux qui ont été officialisés. Et Cassandre, est-ce que tu peux nous donner déjà le groupe A hommes, s'il te plaît? Le groupe A hommes, très bien. Eh bien, il y a 5 biathlètes qui ont été sélectionnés dans le groupe A. On retrouve Émilien Jacquelin, Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Oscar Lombardo. Merci Cassandre. Donc on peut noter un groupe composé de 5 unités qui peut s'expliquer aussi donc, par l'absence d'Antonin Guigona. Antonin Guigona qui est donc dans le groupe B, qui n'est pas retenu, ça faisait longtemps qu'il était dans ce groupe A, mais déjà l'an dernier, il a fait l'ascenseur entre la Coupe du Monde et l'IBU Cup, pas sélectionné pour les mondiaux, une saison donc assez compliquée, et conséquence, donc Antonin Guigona n'est pas dans le groupe A. Est-ce que vous comprenez cette absence d'Antonin dans ce groupe A, justement? Oui et non, oui. Enfin non, parce que Antonin Guigona, c'est un athlète que je trouve particulièrement sympathique, donc je regrette son absence dans le groupe A. D'autant plus que ça me paraissait pas dommageable de le mettre dans le groupe A jusqu'à maintenant, enfin jusqu'ici, ou pour la préparation, on va dire. Après, sportivement, ça reste quand même justifiable ou justifié. Donc, je suis un peu partagée, quoi. Voilà, c'est pas sportivement injuste, on va dire, mais c'est juste que voilà, il y a une place. Oui, c'est pas une surprise. Maintenant, bon, je trouve qu'Antonin, je pense qu'il est
au-delà du sportif, je trouve il est bon pour le groupe. Donc Ouais. moi, j'aurais préféré le mettre. Voilà, mais bon. Cassandre. Puis en plus, quand on voit que la saison passée, ils étaient 15 sélectionnés en groupe A, enfin, bon, il y a pas de il y a pas de quota spécifique, donc bon, ça aurait pu être sympa de l'avoir. Après, je suis d'accord avec Aurélie, niveau sportif, ça s'explique complètement qu'il y soit pas. Après, voilà, il a quand même fait beaucoup d'allers-retours avec les BU Cup. Il y a beaucoup de sprints où il a pas forcément pris la poursuite non plus, ou en tout cas, il était pas loin de pas la prendre s'il l'a prise. Donc c'est justifié, hein, mais c'est vrai que c'est dommage. Pour le groupe et pour les vlogs, quoi. Quand même. Aussi, C'est vrai. aussi. D'ailleurs, il a sorti le vlog sur Canement il y a quelques jours. Hein, Oui, j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, il a mis du Ouais. temps à le monter. Ouais, donc non, et en plus, oui, comme tu le disais, Cassandre, hein, que 5 hommes finalement dans ce groupe-là, Mm. ça paraît peu. Comme si, on pourrait se dire que ça n'a pas fait de mal, peut-être qu'il y a un 6e homme dans ce groupe pour cet été. Est-ce Bah que c'est oui. une question de budget? Est-ce que Mm. c'est une question de... Ouais, je sais Mm. pas. Ouais. Après, donc ça fait 5 hommes. Donc Antonin Guigona qui n'est pas dans ce groupe, sinon bon, il n'y a pas de surprise. Alors après, est-ce que pour vous, retrouver Oscar Lombardo dans ce groupe est une surprise ou pas par rapport même à Antonin? Est-ce que comment vous voyez ça? Bah, Oscar, c'est quand même plus l'avenir, on va dire. Ça me Mm. désole de le dire sur Antonin, mais Oscar, il y a quand même plus de potentiel sur les prochaines années que Antonin, quoi. Donc Mm. pour le coup, ça me paraît logique qu'il y soit, euh, plus que illogique qu'Antonin n'y soit pas, mais bon, effectivement, ils sont que 5. Je suis pas enfin, si c'est pas une question de budget ou autre, je suis pas sûre que ça aurait été un problème qu'Antonin s'entraîne avec le groupe A. Voilà. Ouais. Après, En quelque pour rappel, sorte. hein, ouais, vas-y, Cassandre. Non, mais en quelque sorte, ils investissent leur argent sur l'avenir, quoi. Plus Bah que. oui, et puis, ça reste Mm. logique aussi quelque part. Hein. Ouais. Et pour rappel, hein, ces groupes nationaux officialisés ne veulent pas dire que ce sont ces athlètes-là qu'on va retrouver forcément la première étape de Coupe du Monde à Conchuarty. Hein. Ce sont surtout des groupes officiels pour la préparation estivale. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'aura que 5 Français au départ, donc en Finlande. Euh, donc sans doute Non, que... mais du coup, c'est encore moins, ouais, je sais pas, compréhensible, mais il doit y avoir une raison totalement Hmm. justifiée. Mais ou alors est-ce que c'est parce que c'est une préparation qui peut griller un athlète ou je ne sais pas, mais pas le griller avant même le début de la Coupe du Monde, j'en sais rien, mais j'imagine que la Fédé c'est ce qu'elle fait, mais bon. Ouais, donc Antonin n'est pas dans ce groupe A, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas démarrer l'hiver en Coupe du Monde. En tout cas, tout dépendra de la préparation dans le groupe B, mais aussi les courses de préparation nationales en début de saison qui vont peut-être aussi décider du sort de ce début d'hiver pour les biathlètes tricolores qui sont en balance dans les deux groupes. Bien, alors, pour le groupe féminin, Cassandre, par contre, là, on passe de 5 athlètes à 7. Hein. Ouais, là, il y a plus de choix. Plus On d'avenir. retrouve, ouais, ouais. On retrouve Lou Jean Monod, Justine Brédas-Boucher, Julia Simon, Sophie Chauveau, Gilles Guegona, Jeanne Richard et Océane Michelon. Donc, toutes celles qu'on a vues un peu sur la Coupe du Monde Mm, cette mm, saison. mm. Ouais, il y a un gros turnover hein, par rapport à l'an dernier, hein, parce que Jeanne Richard et Océane Michon étaient dans le groupe B. Là, donc elles sont montées en A, qui sont de belles promesses pour l'avenir. Par contre, à l'inverse, Caroline Colombo, Chloé Chevalier et Paula Beauté, qui étaient elles dans le groupe A l'été dernier, donc n'y sont plus, ne sont dans le groupe B. Choix logique pour vous, ces changements? Bah oui, dans le sens où il y a déjà beaucoup de monde. À l'inverse des hommes où on se disait, bon, ils sont que 5. Là, il y a déjà beaucoup de monde dans le groupe A et on peut pas mettre tout le monde dans le groupe A. Et malheureusement, Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Paula Beauté, bah, elles ont connu des déconvenues de manière, enfin, d'un point de vue médical, Mm, mm, mm. avec, bah, il y avait une mononucléose Chloé. pour Chloé Chevalier, et alors une neuropathie pour Caroline Colombo. Enfin voilà, il y a eu des problèmes de santé qui font qu'elles n'ont pas du tout pu être à leur niveau ou pu montrer des choses. Mais du coup, quand il faut faire des choix à la fin de la saison et qu'il y a autant de densité, bah je comprends qu'on prenne celles qui ont été les plus régulières et qu'on fait des bonnes perfs en Coupe du Monde, quoi. Ouais, parce qu'elles n'ont pas démérité. Jeanne et Océane Mm. ont fait une belle entrée sur le circuit. Ah, donc en tout cas, c'est totalement logique qu'elles soient dedans.
Ça va être intéressant à suivre encore une fois ce groupe féminin, cette préparation parce que et aussi elles sont 7, mais on sait qu'elles seront aussi 7 par contre en début de saison parce que grâce à la victoire d'Océane Michelon sur les Big Cup qui permet à la France d'avoir un quota supplémentaire sur les deux premières étapes de Coupe du Monde, donc à Conchelarty et à Orphilson. Et de ce qu'on sait, c'est que ça sera Océane Michelon qui en profitera parce que, pour rappel, avant, le quota était vraiment personnel à l'athlète. Ce n'est plus le cas. Maintenant, le quota appartient à la nation, mais donc la France aurait quand même décidé de le donner à Océane Michelon, ce qui Bon, me c'est paraît plutôt... normal. Ouais. C'est logique, oui. Voilà. J'aurais été un peu déçue de gagner l'IBU Cup et de me faire shipper ma place que j'ai gagnée pour l'équipe par quelqu'un d'autre, quoi. Bah, disons que ça peut avoir sens si la personne, enfin, ça peut, ouais, non, ça fait même pas sens. Mais à la rigueur, si la personne qui a gagné son quota se blesse ou serait malade, Oui, ça fait un quota de voilà. plus pour la nation. Mais je trouve quand même que ça devrait rester à l'athlète. Enfin, ça devrait être nominatif, on va dire quand même, quoi. Oui, c'est sûr que si oui, l'athlète est absent et malade, au moins, oui, la nation quand même pourrait profiter d'un 7e quota. Donc on peut voir de ce côté positif là Ouais, pour c'est ça, oui, mais bon. Mais oui, on trouve ça quand même plus logique que quand même que ce quota revienne à l'athlète qui a permis à son équipe d'avoir cette Ouais, 7e c'est place. ça. Exactement. On est d'accord sur ça et oui, ça va être super intéressant à suivre. Donc après, oui, ce début de saison va être hyper important pour les Françaises, on comprend. 7 quotas, 7 places en début d'hiver et après, au Grand Bornand, elles ne seront plus que 6 à pouvoir aller en Ouch. Haute-Savoie. Ça va être chaud. Donc Ouais. ça va être chaud, on connaît la densité et même derrière dans le groupe B, on sait qu'il y a du beau monde. On les a déjà cités ouais. avec donc Caroline Colombo, Chloé Chevalier pour la beauté. Mais Cassandre, justement, est-ce que tu peux nous citer elle aussi le groupe B dans son ensemble? Les femmes et les hommes? Oui, vas-y. Allez, Total, soyons oui. fous. On retrouve donc 8 sélectionnés EES avec Camille Bennett, Fanny Bertrand, Anaïl Bondou, Paula Beauté, Chloé Chevalier, Caroline Colombo, donc dont on vient de parler, Léonie Janier et Lise Cyberchico. Et ensuite, chez les hommes, on retrouve Rémi Broutier, Émilien Claude, Antonin Guigona, donc Théo Guiraud-Poyot, Valentin Lejeune et Damien Lévé. Donc on remarque aussi dans le groupe B qu'il y a aussi un écart de nombre de places, en tout cas de candidats chez les dames et chez les hommes. Elles sont 8 dans le groupe féminin, tandis qu'ils sont 6 chez les hommes. Oui, il y a encore de belles promesses. Lisa Cyberchico qui, elle, fait sa première apparition dans les groupes nationaux. Ça, c'est une très bonne chose pour elle. Et après, oui, c'est vrai que ça fait un groupe très dense chez les dames. On a aussi la promesse Nal Bondou. On en parle de plus en plus. On a hâte aussi de la revoir à l'œuvre. Et dans le groupe homme, on peut aussi noter la présence d'Emilien Claude aussi, qui lui, on le voit beaucoup, fait l'ascenseur. En tout cas, débute souvent la saison en Coupe du Monde, puis malheureusement on redescend. Là, cette année, il démarre direct dans le groupe B. C'est intéressant aussi à voir de son côté comment il va faire cette préparation et s'il va pouvoir rebondir ensuite sur la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que... Dur. Hein. Il Il y a des dossiers générationnels aussi dans ces groupes B. Hein. Il y a on va dire les vieux de la vieille et puis des tout jeunes, quoi. Donc, ouais. C'est vrai que Antonin Guigona, qui a 32 ans, il me semble, c'est quand même assez rare d'avoir un athlète de cette envergure-là, de cette expérience dans un groupe B, finalement. On sait que c'est un groupe quand même réservé à des athlètes qui sont plutôt jeunes, qui évoluent en IBU Cup, qui sont promis ensuite à aller en Coupe du Monde. Là, on trouve un athlète comme qui a passé beaucoup d'années en Coupe du Monde, qui est plus loin de sa fin de carrière, pour être honnête. Donc, ça peut être aussi intéressant, finalement, d'avoir un athlète comme ça. Déjà, ça va leur apporter beaucoup aussi aux jeunes. Il a quand même énormément d'expérience par rapport à eux. Et puis, c'est sympa, ça montre que il est juste passionné par son sport. Groupe A, groupe B, il veut faire du biathlon et il le fera, quoi. Mais oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les entraîneurs de l'équipe de France A ne changent pas. On aura toujours Cyril Burdet, Jean-Paul Jacquinot et Patrick Favre chez les dames. Et chez les hommes, pareil, Simon Fourcade et Jean-Pierre Amat. Alors, Simon Fourcade qui a très mal débuté sa préparation. Alors bon, il ne sera pas sur les skis en début de saison, donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude de savoir s'il va commencer ou non. Mais c'est vrai que pour Simon,
Bon, il s'est pas mal blessé. C'est une chute en vélo, hein, je crois, hein, c'est ça. Oui, il me semble. C'est ça. Bon, il s'est quand même bien abîmé le dos. Quand même, il n'est pas passé loin, je crois, apparemment, que ce soit bien plus grave. Donc il en récup, Simon Fourcade, mais c'est vrai qu'on sait que c'est pas forcément quelqu'un qui se laisse aller, on va dire. Hein, on voit qu'il est quand même toujours accro au sport, Simon, et qui finalement participe aux entraînements autant que ses athlètes. Mais là, il va devoir quand même se ménager un peu. C'est Ouais. pas arrivé au pire moment, ceci dit. Ça va, c'est arrivé assez tôt dans l'intersaison. Voilà. Ça aurait pu être pire si c'était en mi-juillet ou août, quoi. Mais bon. Bon, en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement à Simon. Pour le groupe B, pardon, le groupe féminin sera toujours entraîné par Baptiste Détieux et Julien Robert. Par contre, le groupe homme, il y a du changement. Ce n'est plus Rachel Lemanja et Claire Breton qui sont à la tête de ce groupe, mais Louis Deschamps et Bastien Moretti. Donc, du changement de ce côté-là. Et par contre, alors, il n'y a pas de groupe junior qui a été officialisé cette année, comme les saisons précédentes. Donc, au premier abord, on se dit, bah mince, hein, encore une grosse déception pour l'avenir du biathlon français. On ne va pas dans le bon sens dans tout ça. Mais de ce qu'on peut voir quand même sur les réseaux sociaux, de ce qui se dit aussi, c'est que quand même, il y a un groupe junior qui serait quand même là, présent. Donc, entraîné, coaché par donc, Rachel Lemanja et Claire Breton. Donc, ils sont toujours dans les rangs de l'équipe de France, avec des athlètes qu'on a retrouvés notamment lors des mondiaux jeunes d'Otepa il y a quelques mois, donc, notamment Antonin Guy ou même Voldiag, Anas Paulin, pour ne citer qu'eux. Mais apparemment, quand même, on aurait quand même un groupe junior pour l'équipe de France, ce qui est donc une bonne nouvelle pour vous, j'imagine aussi. Ouais, bah oui, mais moi j'avoue que je le dis clairement, je ne comprends rien à la com de la Fédé ou même à ce que fait la Fédé avec ce groupe junior. Donc ouais, c'est un mystère pour moi cette histoire. Ouais, c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi il n'y a pas eu d'officialisation. Alors il y a sans doute une raison, mais en tout Probablement, cas, oui, j'espère. ouais, il y a Mais une bonne raison. Mais après, de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, hein, les athlètes ne s'en cachent pas, même les coachs non plus. Hein, ont partagé leurs séances ces derniers jours. C'était après Manon. Hein, ils étaient tous ensemble pour un stage. Donc bon, on va se satisfaire quand même d'avoir ce groupe junior, mais il n'y a pas eu d'officialisation de ce groupe, en tout cas par la Fédé, lors que les groupes ont été annoncés. Mais en tout cas, on se réjouit quand même de cette sélection junior et bon, ça va dans le bon sens, surtout qu'on sait que dans 6 ans, il y a les Jeux Olympiques de 2030 et qui seront sans doute en France et que bon, forcément, il faudra quand même miser en 2024, il faut miser sur l'avenir quand même. Ça serait bien de commencer à se prendre un petit peu avant, oui. Voilà, pour au Que moins en montrer. 2028. C'est ça, au moins montrer qu'on veut ces jeux et que voilà, on veut y performer et pour cela, il faut quand même miser sur l'avenir. Bien, alors maintenant on a fini pour l'équipe de France. Alors, pas tout à fait. Il reste une petite partie encore. Parler des stages des Bleus qui ont été aussi officialisés. Alors, comme je le disais, ils ont déjà fait leur premier stage. Hein, donc, c'était à Cibourne pour les hommes et à Aix-les-Bains pour les dames. Alors, c'était un stage de reprise en douceur. Hein, alors, sauf pour Simon Fourcade, hein, comme vous l'avez compris, qui était un peu plus dur. Mais sinon, il y aura ensuite pour les hommes, ils iront en mois de juin, juillet à Corançon-Vercors et Prémanon, tandis que les femmes iront à Prémanon et Vassy-en-Vercors. Et par la suite, les deux groupes vont se rassembler pour 3 stages en commun. Donc, ça va faire plaisir à Aurélie. Il y aura ce stage en Norvège, hein, à Sandnes, avec le Blink Festival. Hein, ce sera donc la première compétition ouais, juste après, ouais. pour les Bleus. Hein, oui, en fin de stage, hein, au mois d'août, début août. Ensuite, stage en altitude à Bessan à la fin du mois d'août, qui sera suivi du Martin Fourcade Nordic Festival. Et enfin, du 11 au 22 septembre, un stage, tiens, c'est bizarre, à Lenzerheide, le site des prochains mondiaux, hein, qui aura lieu en février 2025. Donc un long stage d'une dizaine de jours, hein, pour s'apprivoiser avec ce site. Donc connaissent les athlètes. Hein. Il y a eu cette étape de Coupe du Monde l'an dernier en décembre. Mais voilà, c'est un stage vraiment préparatif pour les mondiaux. Et enfin, donc 8 et 20 octobre pour les hommes Prémanon, tandis que les dames seront à Ramsau, donc en Autriche, hein, et les premières neiges. Et par contre, un programme quand même assez différent et assez inhabituel parce que le dernier stage pour les hommes, ce sera à Souchon,
du 4 au 17 novembre. Donc, eux prendront part aux courses de sélection norvégienne, hein, qu'on a l'habitude d'avoir chaque saison. Contre les dames, ça ne sera pas le cas. Elles seront à Bessan du 4 au 17 novembre. Donc, pas de stage en Norvège, pas de sélection. Alors, des sélections internes en France, mais pas en Norvège, comme on C'est peut vrai que c'est avoir bizarre. les dernières années. Hein. Souvent, c'était femmes et Mm. hommes ensemble. Là, ce Mm. n'est pas le cas. Donc, pourquoi on n'a pas la raison, mais en tout cas, oui, c'est assez inhabituel. Mais après, bon, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, pour le programme général, hein, global des Bleus, hein, jusqu'à la prochaine saison, hein, qui, je vous rappelle, débutera donc du côté de Conchalati le 30 novembre prochain à 13h15 avec un relais mixte, pour être précis. Mais bon, il y a encore un peu de temps avant cela. Bien, alors maintenant on a fini pour la partie équipe de France. Désormais, on va parler de Dorothea Weber. Dorothea Weber qui a enfin livré son verdict concernant la suite ou non de sa carrière. Elle avait réuni la presse en début du mois de mai pour finalement donner sa décision finale. Et par surprise ou non, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire, l'Italienne a décidé de continuer, mais pas de 1 an, mais de 2 ans, forcément, Mmh. avec les Jeux de Milan-Cortina, qui sera son ultime objectif. L'Italienne explique elle ne se voyait pas finir sa carrière à la suite d'une saison qui a été compliquée. Beaucoup de problèmes de santé, elle n'a pas pu se battre tout au long de la saison à 100%, elle a loupé pas mal de courses. Donc l'Italienne continue malgré aussi ses envies de fonder une famille. Donc ça attendra 2 ans. Donc Doro, toujours aux affaires. Pour vous, est-ce que c'est une surprise ou pas, cette décision? Bah, je dirais plutôt non quand même, parce que même si elle a eu des difficultés de santé cette saison, bah, enfin des JO à domicile quand même, si proche du but, bon, ça se manque pas trop, et surtout que bah il y a pas, enfin au niveau de sa place en sélection, elle a pas le feu aux fesses si je puis dire. Mmh. Donc je comprends qu'elle ait essayé de continuer, parce que elle disait justement, comme tu disais, que elle voulait pas finir sur une saison assez terne. Donc là, elle a pas fait une belle saison. C'est pas comme si elle aurait eu le choix de partir à un moment donné à son prime, si je puis dire, et du coup de louper ce moment-là, parce que c'est pas le cas en fait. Là, de toute façon, elle partait sur une saison moyenne, donc elle parte. Il y a pas cet enjeu-là de vouloir finir absolument à son prime et qu'elle a loupé l'opportunité. Elle a juste l'opportunité d'essayer de finir à son meilleur niveau pour les 2 prochaines années. Donc c'est un pari où elle a pas beaucoup à perdre en fait, je trouve. À tout gagner finalement, de toute façon, dans sa Bah carrière oui, en plus. d'Euro. Alors peut-être pas l'or olympique, mais Voilà, elle va le gagner en Italie. voilà, exactement, on l'espère Ouais. pour elle. Et toi, Aurélie, qu'est-ce que tu en penses de cette décision? Bah, moi, je comprends qu'elle a envie de continuer pour faire les JO à domicile. Ça, et je pense que la justification, pour moi, elle est plutôt là, parce que je suis pas sûre qu'elle partira à son prime dans 2 ans. J'ai juste peur je crains que si elle veut pas partir pour finir sur une bonne note, j'ai peur que la bonne note n'arrive pas forcément ni la saison prochaine ni celle d'après. Tout en lui souhaitant que le meilleur, j'espère qu'elle pourra finir sa carrière comme elle le souhaite. Donc, mais après, effectivement, j'imagine que pour un athlète, avoir des Jeux Olympiques chez soi, c'est un privilège de dingue. Donc, je comprends qu'elle a envie de continuer, on va dire. Après, je suis pas sûre que ça lui réussisse forcément. Voilà. Surtout que les Jeux, pour rappel, les épreuves du biathlon se feront à Antols. Mmh. Donc Bah oui. ça, encore plus, voilà, c'est chez elle, quoi. Enfin, c'est au Elle a niveau de quel âge, la Doro? motivation. Elle a 32, 33 ans? Quelque chose comme ça? Elle doit avoir autour Dorothea de Weber, elle 32, a 33. 34 ans. 34, ouais. Ouais, Elle a ça eu fait 36 quand 34 même le en 3 avril. 2026. Mm. Ouais. Donc, ouais, bah, c'est une des athlètes les plus expérimentés, mais c'est vrai qu'on va se satisfaire quand même d'avoir Doro dans la caravane Oui, du biathlon toujours, même au-delà du elle est chouette. sportif. Elle est chouette sur le circuit. C'est bien de la voir. C'est une grande dame du biathlon, et c'est toujours triste quand elle quitte le circuit. Mm. Donc tant mieux, faut se réjouir. Mais en tout cas, comment dire, cette histoire, ce storytelling de Doro qui continue ou pas sa carrière, parce que ça fait quand même pas mal d'années que ça traîne. C'est tellement d'euros aussi, ça aussi. Oui. Oui, Tous les ans, on se demandait, il y avait toujours ce suspense si elle allait continuer d'un an ou pas, tout ça, depuis les Jeux de Pékin finalement. Mais bon, là maintenant, c'est acté jusqu'aux Jeux de Milan-Cortina, et après, bon,
elle ne continuera pas évidemment sa carrière. Hein, ce sera son dernier objectif. Et non, mais c'est quand même une très bonne nouvelle pour la discipline. Après, on espère que oui, que Doro, vu de sa stature, de l'athlète biathlète qu'elle est, de son palmarès, qu'elle ne fera pas que de la figuration. Forcément, on c'est attend ça, une ouais. athlète là, voilà. Mais après, bon, elle aura le niveau qu'elle aura. Forcément, il y a la concurrence qui est là, les jeunes athlètes qui poussent. On le voit chaque année, de toute façon, même encore l'hiver dernier, des nouvelles têtes. Donc, mais ça reste quand même une athlète, une grande biathlète. Je sais pas, est-ce que même pour vous, est-ce que c'est une légende? Je sais pas. Pose la Bon, question. pour moi, c'est par exemple au même niveau que Denise Herrmann, enfin même plus parce qu'elle a quand même gagné des gros globes, etc. Donc, tu vois, c'est une légende. Je sais pas, peut-être qu'on en parlera dans 20 ans quand on regardera en arrière. Mais en tout cas, elle a vraiment, c'est un cadre de la Coupe du Monde, quoi, quand même. Sans Ouais, je la mettrais plus au même niveau que Soukalova ou Kukalova, je sais jamais quel est son nom final. Bah, alors, c'est Sokolova. Euh, Elle est redevenue Sokolova. Ok, c'est Soukalova maintenant. Je la mettrais Ouais, ouais, au même niveau. même niveau en fait en termes de grande dame du biathlon. Justement, tu mettrais qui au-dessus? Enfin, est-ce que pour toi, d'ailleurs, pour commission, on en profite, la légende pour toi, ce serait qui? Chez les femmes, parce Féminine? on parle beaucoup des hommes, hein, de Björn Dalen, Fourcade, Johannes Bö. On a souvent cette question qui revient souvent. Mais chez les dames, finalement, Bah, si on reste dans le biathlon moderne, quoi, si on enlève les Magdalena Forsberg et Forsberg, Oui, compagnie, voilà. là, si on reste dans le biathlon, je trouve que, alors elle n'est pas restée longtemps, mais je trouve que Dahlmeier a fait quand même Ouais. une carrière éclair, mais tellement impressionnante. et aussi peut-être sa Euh, compatriote aussi, Magdalena Neuner. Aussi, après, ouais, c'est vrai qu'il y a moins de têtes d'affiche comme il y a pu avoir avec des Fourcade et des Björn Daalen et des Bö comme chez les hommes, c'est vrai. Justement, moi, Euh, peut-être que je placerais Vehor peut-être en tête. Qui incarne Ah finalement le ouais. ouais, biathlon féminin des 10 dernières années, peut-être, de la Coupe du Monde. ouais, c'est Après, vrai. Ou Martin Holzbu, ouais, bah, d'ailleurs, bah, on vous pose la question aussi, hein, pour ceux qui nous écoutent, hein, pour vous, qui est la légende du biathlon moderne féminin? C'est aussi intéressant, parce que c'est vrai on a moins cette suprématie masculine qu'on peut avoir, hein, avec on a eu Fourcade, Johannes Bö ou même Lina Björndalen. Là, chez les dames, c'est quand même plus diversifié et ça pose un débat finalement, bon, un débat qui est pas forcément primordial, hein, qui est mais c'est très, toujours sympa qui est très, très, très subjectif de toute façon, parce que évidemment, ça forcément, on a inclut tous les nos affinités avec préférences. chaque athlète. Mais ouais, non, c'est Mais vrai que c'est moins évident. Mais en tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que ce n'est pas Stina Nilsson, la Suédoise. Quelle Compliqué. transition. Alors, parce que Stina Nilsson, hein, qui nous a pris encore un peu de cours, hein, qui a décidé de quitter le biathlon pour revenir au ski de fond, son premier sport, qu'elle avait quitté il y a 4 ans, hein, donc pour devenir biathlète. Stina Nilsson, un peu un mystère finalement. Hein, on avait beaucoup d'attentes, une énorme fondeuse, hein, l'un des plus gros palmarès de sa discipline. Qui a fait quand même un podium en Coupe du Monde, hein, faut quand même le souligner, mais qui a souvent rapidement quand même touché ses limites dans le biathlon et qui finalement a décidé de quitter le biathlon pour revenir à ses premiers amours. Est-ce que pour vous c'est un sentiment de gâchis ou pas? Moi, je suis un peu partagée parce que d'un côté, je trouve ça bien en fait qu'elle ait essayé enfin c'est courageux de changer de discipline et même après de revenir à la discipline d'avant. C'est limite plus courageux parce que justement tu te soumets aux critiques et sur le fait que t'as pas réussi dans un sport et c'est aussi l'admettre que de revenir dans un autre sport. Donc c'est aussi une preuve, c'est quand même d'humilité entre guillemets. Mais après d'un autre côté. C'est un peu, enfin, ça fait un peu comme si elle s'était dit que le biathlon, hop, c'était facile, je suis bonne en ski, ça va le faire, puis ça l'a pas fait. Donc, finalement, ça montre aussi que c'est bien deux sports distincts et que réussir dans l'un ne veut absolument pas dire réussir dans l'autre, parce qu'il y a souvent ce truc de, le biathlon, c'est si on va vite, c'est bon, ça va passer. Le Et moins dans l'autre biathlon, sens. Ouais. à ce côté, chez les fondeurs, c'est des fondeurs pas assez rapides qui, du coup, tirent sur des Ouais, tripes, c'est quoi. ça. C'est un Suédois, je crois, un jeune Suédois qui a dit ça il y a quelques mois, qui s'est pris après les foudres Ouais, de Sebastian Samuelsson ou même de Johannes Bö, il me semble. Et qui Mm. disait que c'est des biathlètes ratés finalement, enfin des Des fondeurs fondeurs ratés, ratés. des Ouais. des fondeurs fondeurs, ratés.
des fenteurs assez rapides qui du coup Mm. tirent pour compenser. Mais ouais, je suis plutôt surprise en fait, plus que gâchis, je sais pas, parce qu'à la rigueur elle a voulu tenter, parce que moi je pensais vraiment qu'elle avait quitté le fond à cause d'un problème de blessure ou de un peu, enfin qu'en fait elle avait plus le niveau en fond. Et que c'est pour ça, comme disait Cassandre, qu'elle était venue sur le biathlon en se disant que bon bah elle ira quand même assez vite de toute manière et puis qu'il Mm. faudra juste apprendre à tirer quoi. Et bon, elle est peut-être un peu naïve sur le fait d'apprendre à tirer, que ça se fait peut-être pas comme ça en un été, en une préparation. Mais donc je suis pas surprise qu'elle arrête le biathlon parce qu'on a bien vu que ça n'a pas vraiment marché de toute manière. Et même sur les temps de ski, c'était pas non plus une fusée à ski Oui, comme pouvait l'être elle une a Denise beaucoup perdu, hein. Herrmann. Elle a beaucoup perdu. Et donc du coup, je suis surprise de l'avoir arrêtée pour retourner au ski de fond. Euh, je suis un peu sceptique, on va dire. Mais bon, pourquoi Un pas? peu de déception, ouais. D'abandonner peut-être aussi rapidement. Ouais, oui, sûrement, sûrement. Après, elle a fait combien de temps? 2 ans, 3 ans? 4 ans. 4 ans, hein. 4 ans quand Mhm. même. Ouais. Il y a Et 2 ans, elle a puis ça vraiment partait pas. progressé. Et Ouais, ça après, partait pas si mal. Ouais, ça partait pas si mal. Et puis bon, bah ensuite, elle a là, fait pas mal de ouais. courses en Handibul Cup. Et cette année, si elle avait continué, elle serait dans le groupe B. Donc, c'est vrai que bon, Mais en c'était plus, pas. vu son âge aussi, elle a pas. Enfin, faudrait que la décision de revenir en fond, c'est maintenant qu'il fallait la prendre, quoi. Si elle souhaitait Mm. le faire. Mais en tout cas, ouais, c'était une petite surprise quand même de retrouver comme Stanleyson, en tout cas, ce retournement de situation pour elle, de revenir à ses premiers amours. En tout cas, on espère pour elle, ça va fonctionner. Mais c'est vrai que pour la Suède aussi, ça fait son départ, le départ aussi de Mona Workson. Euh, et Ouais. aussi, c'est Tilda Johansson aussi qui a pris du recul sur sa carrière, qui va s'entraîner hors des cadres fédéraux, il me semble. Donc il y a pas mal de bouleversements dans l'équipe suédoise, hein, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc, mais c'est vrai que oui, on note donc l'arrêt de carrière, enfin l'arrêt de carrière en tant que biathlète de Stina Nilsson, et bon, je lui souhaite bonne chance en ski de fond. Bien, maintenant là on va parler, alors, ça va vous faire plaisir, du Grand Bornand. Alors je ne vais pas Wouhou. parler de la Coupe du Monde, hein, alors, on peut en parler rapidement, mais oui, le Grand Bornand quand même est de retour la saison prochaine. Elle qui est l'étape française qui était absente l'hiver dernier, donc les dates du 19 au 22 décembre, donc dans la station Ossawa Yard. Ça aussi au programme la saison suivante, donc 2 étapes françaises à suivre, donc ça c'est cool. Mais moi je veux aussi vous parler surtout des grands événements encore plus grands que la Coupe du Monde, à savoir les Jeux et les mondiaux, parce que dans un premier temps, on sait que le Grand Bornand postulait pour les mondiaux 2028-2029. Donc ça aurait été les premiers mondiaux organisés en France. D'ailleurs, on se demande toujours comment les mondiaux n'ont toujours pas été organisés en France, hein, mais c'est un autre débat. Mais il y a quelque chose quand même qui a perturbé cette candidature, c'est les Jeux 2030. Les Jeux 2030, avec la candidature des Alpes françaises, qui est désormais la seule en lice pour les Jeux, pour obtenir donc ces Jeux. Donc, sauf grande surprise, les Jeux devraient revenir en France et les épreuves de biathlon seraient au Grand Bornand. Et donc, finalement, la fédération française, et même les organisateurs du Grand Bornand ont décidé de retirer la candidature française pour les mondiaux 2028-2029. Donc, pour ne pas jouer sur les 2 tableaux, pour vraiment se concentrer pleinement sur les Jeux 2030, qui reste quand même le gros événement, hein, encore plus grand évidemment que les mondiaux. Pour vous, c'est une décision logique ou pas de ne pas jouer sur les 2 tableaux? Ouais, ils disent qu'ils veulent pas jouer sur les 2 tableaux, mais après ils veulent quand même faire les mondiaux en 2031 et 2032, hein. Donc finalement, ils retardent Mmh. juste Mais les après, mondiaux. en 2031-2032, ils s'appuieraient après sur les infrastructures des Jeux. Oui, mais du Exactement. coup en 2030, ils pourraient s'appuyer sur les infrastructures de 2029. Enfin, Bah, après, non, ce n'est pas les mêmes. bah, Oui, c'est pas le même carnet C'est de pas les charge mêmes. OK. ouais, Ouais. pour les. Moi, je trouve que c'est logique pour le coup, Ouais. parce que tu mets les Jeux 2030 au Grand Bornand de biathlon, tu mets le biathlon, enfin tu mets le Grand Bornand sur la carte beaucoup plus que n'importe quel mondiaux, enfin n'importe quelle session de mondiaux, on va dire en biathlon quoi. Là, enfin comme tu le disais, les Jeux c'est quand même plus que 2 fois plus important que les mondiaux de biathlon. C'est 10 fois, 20 fois
20 fois plus important. Donc, s'ils tiennent aux mondiaux au Grand Bornand, aux Jeux Olympiques au Grand Bornand, alors je pense que là, oui, il faut se concentrer là-dessus. On voit bien avec Paris comment c'est compliqué d'être prêt à temps pour les Jeux Olympiques. Donc je pense qu'il y a probablement du boulot parce que, comme tu dis, le cahier des charges est bien plus compliqué. Et une fois que tu as organisé les mondiaux, enfin les Jeux Olympiques au Grand Bornand, je pense que les mondiaux, ça roule tout seul derrière, les candidatures. Et on peut se le dire, l'IBU ne va pas donner des mondiaux à un site qui va avoir les Jeux un an après. De pas donner les mondiaux en 2031, enfin oui en 2031 quand t'as déjà eu les jeux l'année d'avant, pareil je trouve que ça fait beaucoup quoi. Sur le principe de privilégier les JO, bah bien sûr qu'il faut privilégier les JO, c'est un événement qui arrive une fois tous les 100 ans en France, bon peut-être pas avec les JO d'hiver, on l'a quand même il y a pas longtemps, mais dans l'idée. Alors que les mondiaux, ça revient tous les ans quasiment. Donc oui, ils pourront très bien l'avoir. Moi, ce que je comprends pas, c'est de vouloir l'avoir directement après, après les JO. Dans ces cas-là, on peut encore laisser 5-6 ans facilement pour que ça tourne un petit peu aussi. De toute façon, en termes de sites qui accueillent des gros événements olympiques ou en tout cas internationaux, quoi. Le Grand Bornand, donc à un moment donné, donc les mondiaux 2028-2029, ça ouvre la porte à 3 candidatures que sont Concholarty, Orphealson et Holmenkollen, donc ils sont candidates pour ces 2 éditions. Donc vous le comprenez, il y aura 2 étapes qui sont satisfaites, l'autre sera sur le banc de touche. Pour vous avez des préférences ou pas, Aurélie? Moi oui, totalement égoïstement, moi je roule pour Holmenkollen quoi, mais vu que c'est chez moi, Je pense que tout le monde, pour être honnête, que tout le monde serait d'accord ouais. pour avoir des mondiaux à Holmenkollen. Ça, voilà. Exactement, d'autant plus que la dernière fois, ça a très très bien réussi aux Français. Si ça peut être un argument pour remettre à Holmenkollen. Après, si je dois en choisir une autre, moi j'enlève Kontiolahti et je garde Hochfilzen. Ouais. Je parie que c'est la même chose pour toi, Cassandra. Et bah ouais. Non mais parce que Oslo, parce que forcément c'est Oslo. Mais sinon alors Fusion, parce que j'ai trop envie de voir Anna Gundler réussir à domicile. Je me dis vas-y, elle peut se développer et arriver à son meilleur niveau en Autriche. Ça serait grave sympa d'avoir une représentante autrichienne qui peut jouer devant quoi. Mais bon, on sait pas encore ce qu'elle va devenir, mais j'ai foi. Ouais. Bon, en tout cas, Concholarty, on espère quand même, voilà, bonne chance. Mais non, mais après pour Concholarty, c'est vrai que c'est un site qui fait pas forcément rêver en tant que tel. C'est un site assez Non. froid, si je puis dire. Après, ce Ouais. qui fait défaut, c'est que en ce moment, la Russie est exclue des compétitions de biathlon. Et on sait que Concholarty, c'est tout proche de la Russie et qu'il y a beaucoup de supporters russes qui vont sur place. Et bon, les supporters russes en moins, forcément, ça fait aussi moins d'ambiance. Mais bon, ça reste comme un site quand même qui est là sous la Coupe du Monde depuis quand même pas mal d'années. Mais c'est vrai Ouais, mais que c'est un site pas pratique, c'est loin, c'est au milieu de rien, c'est vrai. non, on reste dans les Alpes ou à Holmenkollen. C'est pas le J'enlève site qui fait Kontiolahti. rêver. C'est vrai que quand tu penses à un site qui fait rêver, on pense plus à oui, à Holmenkollen. Alors peut-être pas Orphealson qui fait rêver, mais c'est vrai que par son ambiance très allemande, très c'est quand même oui, c'est quand même plus facile pour y aller aussi, c'est clair. Et ça nous rappelle aussi des bons souvenirs aussi Orphealson. Enfin, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Concholarty, Orphealson, Holmenkollen, ce sont les éditions des mondiaux 2015, 2016, 2017. Oui, c'est vrai. Ouais, Donc c'est alors Orphealson, Holmenkollen dans l'autre sens. Holmenkollen c'est 2016 et Orphealson c'est 2017. 2007. Ouais, Mais oui, c'est ça. du coup, on pourrait retrouver encore donc à suivre 2 étapes qu'ont organisé les mondiaux déjà à suivre il y a 10 ans. Donc c'est vrai que c'est resté des mondiaux forcément oui, Holmenkollen dans nos mémoires. En tant que supporter français, congrès de l'IBU en fin septembre, à savoir qu'entre ces 3 étapes, ces 2 éditions 2028-2029 et donc ce sera sans le Grand Bornand. Bien, maintenant on va passer au programme estival. Au vu du temps, on n'a pas l'impression que c'est pour tout de suite, mais ça va arriver quand même d'ici quelques semaines. Et Aurélie, vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a de prévu en biathlon cet été? Plein de choses. Alors, ça commence en plein Jeux Olympiques d'été, mais ce sera du 31 juillet au 3 août, le Blink Festival en Norvège, vers Sandnes, comme chaque année en fait. T'as déjà été, toi, Après, Aurélie, au Blink Festival ou non, pas? mais j'étais en train de me dire que j'irais bien.
sauf que je reprends le boulot en Norvège le 1er août, alors ça va peut-être être Oui, un parce que peu chaud. c'est l'info, hein, on l'a pas noté, hein, mais on l'a pas dit, mais Aurélie remonte en Norvège. C'est aussi une Oui, exclue je Biathlon retourne Info Live. en mercato. Norvège. Info Ouais, mercato. Aurélie de info retour en Norvège. mercato. C'est ça. Voilà. Donc, je quitte la terre belge. Donc, je me dis que ça va être chaud pour cette année, mais je vais plutôt miser sur Schuschön, pour être honnête, et peut-être tenter le Blink l'année prochaine. Après, fin août, on part du 22 au 25 août, on part aux Mondiaux d'été à Otepää, en Estonie. C'est bien ça. Et puis, juste après, on va au Martin Fourcade Nordic Festival à Annecy le 31 août. Ouais. Et puis, 2 semaines après, le 15 septembre, alors le City Biathlon à Dresden. On dit Dresden? Oui. Et donc, pas à Wiesbaden. Attention, ils ont changé de, de ville. Oui, ça change cette année, ouais. Ça change. Depuis pas mal d'années, Ouais, c'était à Wiesbaden, maintenant c'est à Dresden. Donc, ouais. c'est voilà. Et Nouveau donc, site pour le show allemand. ouais, du show en ville. Enfin, on verra si c'est en ville. Mm. Et puis ensuite, il y a le Summer Tour de Prémanon le 21 et 22 septembre. Mm. Et enfin, on finit ce programme estival, a priori, du 19 au 20 octobre, avec le Summer Tour d'Arson. Mm. Bon, on est plus sur le programme automnal là, en fin de Ouais, là, période. c'est plus. Puis il y a un mois après, donc il y a Schuschön en Norvège, mais là, on n'est plus dans Voilà. l'estival du tout. Là, Là, il y a de la neige. on aura Ouais, rechaussé les skis et on sera ouais, en on aura mis les trucs en difficulté. laine, là. Et puis, vraiment, on sera sur de la neige. Ouais, donc merci Aurélie. Donc un beau programme hein, avec des compétitions en Norvège, en France, en Allemagne. Et les mondiaux d'Otepa, bon bah, tu n'auras toujours pas les grosses nations hein, comme d'habitude. Hein, et donc les Français on vous a dévoilé tout à l'heure le programme. Les mondiaux d'été n'y font pas partie. Le Martin Fourcade Nordic Festival le 31 août. Donc les courses. Alors on a appris l'artiste qui se produisait sur scène le 30 août, hein, le soir. Santa, non? Oui, j'ai vu Oui, ça, ouais. Santa. Avec son titre, si vous connaissez pas, c'est Popcorn salé, c'est ça? Oui. D'ailleurs, vous êtes plus sucré ou salé Oh, les deux, hein. C'est C'est bon. bien le problème, les deux. Ah, non. Oh, je parle en termes de popcorn, hein. Ah oui, oui, oui. Ah, salé, 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 salé. Ah, salé? Ah, moi, j'ai beaucoup Ouais. de mal. Moi, je suis Ah, plus sucré, team sucré. Mais bon, bref, là n'est pas le débat. D'ailleurs, on ne connaît toujours pas le nom de biathlète hein, pour cette édition. Bon, ça devrait pas tarder, comme la billetterie. Je crois que sur le site, c'est écrit au printemps 2024. Donc, bon, on arrive bientôt à l'été, ils donc attendent le d'ici quelques soleil. jours. Ouais, ils attendent le soleil. Bon, bah, ça, Ils peuvent attendre c'est un longtemps. risque. Ouais, ça va attendre encore longtemps. D'ailleurs, on l'a pas parlé pour le Grand Mornan. Cassandre, je crois que c'est en septembre, la Oui, billetterie. c'est l'ouverture de la billetterie, oui. Ouais, donc c'est un peu tard quand même finalement par rapport à d'autres sites qu'officialisent. Mais oui, ce sera en septembre. Donc je me doute que ça va être pas mal prisé, hein, la billetterie. Le Ah site va pas bah, mal bugger sans doute le jour J. Il va falloir ouais. être au taquet pour les places, notamment Peut-être une pour les passes. préparation estivale aussi pour la billetterie, ça peut être pas mal. Ouais, Entraînez-vous tous les. ouais, mais non, mais un beau programme, Annecy toujours, hein, vraiment un super, événement. Pas prévu d'y aller, les filles, sur, Annecy cet été? Ah bah non, il y a les Jeux paralympiques en même temps. C'est vrai. Moins compliqué. Donc, Ouais, ouais, c'est ça vrai va que être Cassandre, toi, compliqué. oui, bah, pour le dire, tu es, bénévole pour les Jeux. Oui, Jeux olympiques et Jeux paralympiques, donc Voilà, un petit peu occupée. voilà, mais c'est pour la bonne cause, C'est ça. voilà, donc on t'en voudra pas, Cassandre, de pas être sur place. Donc non, mais oui, après, en finale, donc le Summer Tour, hein, les courses de pré-saison pour les biathlètes, pour reprendre la température entre eux et ça va être, oui, des courses importantes, d'ailleurs, pendant toute la période, évidemment, nous aurons des biathlètes, hein, sur notre podcast pour, évoquer leur préparation. On n'a pas, encore, de nom à vous dire, hein, mais on en aura, c'est certain et ça sera toujours un bonheur de pouvoir, partager avec eux, connaître, voilà, leur quotidien durant, ces prochains mois. Bien, alors voilà, ça, c'était le programme estival. Bon, bah, quelques informations supplémentaires. Déjà, je peux vous parler de Rico Gross. Bon, qui a une, mauvaise nouvelle en début de préparation, durant le printemps, qui était, donc entraîneur en chef de la Slovénie, mais du jour au lendemain, il a été viré, de cette équipe pour raisons financières. Donc apparemment, l'Allemand coûte trop cher, à la Slovénie. Heu, l'Allemand donc cherchait un nouveau défi. Il l'a trouvé en Suisse. Il rejoint les rangs suisses. Alors pas au sein de la fédération, mais un groupe à part,
regroupant des athlètes juniors et seniors. Donc voilà pour l'allemand. Alors qui était dans un premier temps officialisé par la fédération bulgare. La Bulgarie avait officialisé son nom pour son équipe, mais finalement l'Allemand a démenti les faits et finalement il est bien dans les rangs suisses pour les prochaines saisons pour travailler avec la relève et aussi certains autres athlètes qui ne sont pas dans les groupes nationaux. Ensuite, on a eu la nouvelle combinaison norvégienne. Je sais pas si vous l'avez vu, Aurélie et Cassandre. Ouais. Bah si, elle est grave bien. Hein. Ouais, vous aimez bien? Bah de ouf. Un je la petit trouve- côté vintage, mais Ouais, un liseré norvégien sur un côté, c'est ça? Ouais. ouais, Le long. un petit côté vintage, mais ouais, bon, on s'y fait toujours en combinaison finalement. T'as l'air emballée, Aurélie. Non, si, ça va. Moi, je suis pas contre. Puis ça évitera De les confondre. oui, puis toutes les critiques sur les combinaisons qui se ressemblaient trop cette saison. Ça Bah enlève ouais. une nation. Et d'ailleurs, pour info, hein, la France va aussi changer de combinaison encore une fois. 3 fois en 3 ans. Par contre, la combinaison sera officialisée en octobre, durant l'automne. Il va falloir encore un peu attendre. Mais on a eu quelques croquis de la combinaison. Et bon, après, on va pas donner notre avis, on vous le laissera. Mais ça change en tout cas par rapport à l'an dernier. Et ça sera un style différent par rapport à la Norvège. Donc au moins, Yeah. normalement, il y aura pas on va pas confondre entre français et norvégien. Ils ont écouté les critiques. Exactement. Donc à attendre, mais c'est vrai que oui, la Norvège qui avait 2 ans la même combinaison là, donc change de modèle pour les années à venir. Et enfin, dernière petite info, c'est date il y a quelques heures, quelques jours, c'est Emilia Jacquelin. Alors ça, on le savait, hein, qui quittait au Rossignol, sa marque de ski française, qui était avec depuis finalement depuis début de sa carrière, hein, était avec Rossignol. Mais il rejoint la firme norvégienne Matchus. Matchus, oui, qui a de plus en plus d'athlètes sur le circuit. Hein, par exemple, Storm Legrid depuis quelques années, même Damian Sorum ou même Roman Rees. Il y avait aussi Bénédicte Doll, hein, qui a pris sa retraite, mais qui est sur Matchus. Mais donc, Emilia Jacquelin, ces 2 prochaines années, rejoint Matchus, et notamment aussi par rapport aux fixations. On en a un peu parlé aussi l'hiver dernier, des fixations un peu révolutionnaires où apparemment, pour aller encore plus vite avec celle-ci sur les skis. Donc tout ceci a motivé donc Emilien à changer de partenaire de ski et donc de rejoindre Matchus. Et en tout cas, le Virien semble ravi de cette nouvelle collaboration, mais c'est vrai que ça va faire bizarre de ne pas voir Emilien avec des skis Rossignol parce que c'était toujours sa marque depuis toujours. Et d'ailleurs, ce qu'on voit hein, sur la Coupe du Monde, beaucoup moins de skis Rossignol. Ouais. Ouais. Bah, puis même, il était toujours en rossignol aussi, même en vêtements, quoi. Enfin, il portait la marque en dehors même de ses skis. Oui, c'était un ambassadeur de la marque. Hein. Ouais, c'était un ambassadeur. On le voyait régulièrement sur les réseaux sociaux. Il se postait en rossignol, pas des. Enfin, on le voyait habillé rossignol, quoi. Donc c'est vrai que. Mais c'est vrai que ça pose question quand même. Le rossignol ces dernières années sur la Coupe du Monde de biathlon, ou même au ski de fond, ça je sais pas, mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup moins d'athlètes sur Rossignol qui vont soit chez Salomon ou Fischer, ou même Matchus. C'est vrai que la marque française a moins le vent en poupe. Est-ce qu'elle se concentre pas plus sur l'alpin, quoi? C'est ça, ce serait à creuser, mais c'est vrai que par contre, c'est ce qu'il a marché plutôt aux côtés du Grand Mornan en 2022, c'est ça quand il y a eu du verglas. Ouais. C'était surtout Salomon. C'est Fischer où c'était la catastrophe. Non, c'était Fischer aussi la cata, non? Oui, c'était Fischer la catastrophe, oui. Rossignol, c'était entre deux. Salomon, c'était vraiment top, mais en tout cas, oui, c'était assez drôle à vivre ce moment-là. Mais c'est vrai que oui, Rossignol, petit à petit, semble un peu disparaître du paysage du biathlon, mais on va suivre ça ces prochains mois. Et c'est vrai que c'est pas la marque qu'on voit désormais le plus sur les podiums de Coupe du Monde. Bien, bon bah voilà pour l'actualité. Maintenant, on va passer, pour terminer cet épisode, à un petit jeu, donc un Qui suis-je? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui nous écoutent depuis quelques années, vous en avez l'habitude. Je vais me mettre en fait dans la peau d'un ou d'une biathlète et je vais en fait décrire ma biographie, tout ce que j'ai fait durant ma carrière, de mes débuts jusqu'à aujourd'hui, si je suis retraité ou non. Et donc voilà, vous buzzez quand vous pensez avoir la bonne réponse et si ce n'est pas bon, vous avez une pénalité de 10 secondes.
Voilà, jusqu'au prochain buzz. Donc voilà, Dur. pas besoin de faire un tour de pénalité dans votre jardin. Ça va alors. Vous êtes prêtes? Oui. Ouais. Ok. Allez, première information. Je suis né le 11 mars 1994 à, alors je suis désolé pour la prononciation, à Wasserburg am Inn. Ok. Je répète, à Wasserburg am Inn. C'est en 3 mots. Je porte pour la première fois la tunique de mon pays à l'occasion des championnats du monde junior de Conch-Arty lors de la saison 2011-2012. Non, toujours pas. La saison suivante, je remporte 3 médailles aux mondiaux juniors d'Aubertillac, dont l'or sur le relais féminin. Je ne vous citerai pas les noms des biathlètes avec qui cette personne a fait le relais, sinon ça va être un gros indice. La saison 2013-2014, tout s'accélère. J'effectue toute la saison sur la Coupe du Monde. Je suis même du voyage pour les Jeux de Sochi. Lors de cette première saison en Coupe du Monde, mon meilleur résultat est une 4e place sur la poursuite de repolling. 2014-2015, je décroche mes tout premiers podiums individuels. Je suis même double médaillé aux mondiaux de Conch-Arty, argent sur la Mastart et or sur le relais dames. Je termine 9e du classement général. 12e en 2015-2016. Les 2 hivers suivants sont plus compliqués avec des problèmes de santé. Aux Jeux de Pyeongchang 2018, je ne passe pas loin de la médaille en prenant la 4e place de l'individuel. Aurélie? Je pense que c'est Preuss. C'est une bonne réponse. Ah. Bravo. C'est le problème de santé qui t'a conduit sur ça, non? Bah, non, c'est déjà ça sonnait allemand. Allemand autrichien, Ouais. le lieu de naissance. Donc après, je me suis un peu fixée sur Allemagne, Autriche et surtout Allemagne et j'ai fait Et là, par élimination. ouais. Par élimination, ouais. Après. Ouais. Alors, je peux poursuivre sa description. En janvier 2019, je remporte ma toute première Coupe du Monde à repolling sur la Mastart. C'est toujours mon seul et unique succès. Je suis toujours en activité. 9e en 2018-2019, je gagne 3 rangs au général la saison suivante et j'ai réitéré aussi cette performance la saison d'après, donc 3e mondial en 2020-2021. Je suis donc prête à jouer le général, mais je vais par la suite être freiné par de nombreux problèmes de santé. Là, Cassandre, tu aurais peut-être trouvé à ce moment-là. Ouais. Qualifié de biathlète très régulière, j'ai manqué le dernier bloc de la dernière saison. Je partage l'avis de Simon Kemp. Je suis, donc Franziska Preuss. Voilà. Bah, Bien comme un joué. sacré palmarès, dis Ouais. donc, quand tu regardes. Bien joué, Aurélie. Merci, merci. Tu vas remettre peut-être ton titre en jeu la prochaine fois. Peut-être tu seras de la partie pour Bien un sûr. prochain Qui suis-je et ce sera Aurélie à abattre. J'ai peur de rien. Peur de rien, t'attends, Aurélie. Cassandre. Voilà. Donc Cassandre n'a pas dit son dernier mot. Bien, bon Cassandre, Aurélie, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Oui. On a fait le tour de l'actualité. On a pas mal parlé et bon, en tout cas, on va encore patienter un peu ces prochaines semaines et on se retrouvera d'ici quelques semaines, peut-être avec un invité ou avec un nouveau tour de l'actualité. Donc en tout cas, merci à toutes les deux d'avoir été avec moi, de m'accompagner sur cette dernière heure. Merci à toi. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous deux. Merci aussi à vous tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, aussi à réagir sur les actualités dont on a parlé. Aussi, comme je dis, à dire votre score sur le dernier qui suit. Si vous avez battu ou non Aurélie, qui a été ultra performante, qui est déjà prête pour la saison à venir. On sent Aurélie J'ai fait ma préparation. a déjà bien entamé sa préparation. C'est que du positif pour Biathlon Live pour la saison suivante. Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Salut tout le monde. Ciao.